create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bon après-midi. Donc, on est toujours à Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal. On poursuit cet après-midi avec un panel qui répond à plusieurs questions assez vastes. Relève entrepreneuriale, transformer le travail et la société par le numérique, rien de moins. Alors, j'ai avec moi sur scène le modérateur Bruno Guglielminetti et ensuite Maëlle Roma et Dorian Verdier de Arthur Art, Simon Bergeron de Ocase, Hugo Blanadet de Résilio et Idriss Mougal de Mirapulse. Bon panel. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'être nombreux dans la salle. On salue les gens qui nous regardent en ligne, que ce soit à la maison ou au bureau ou quelque part dans un avion, parce qu'on est rendu là. Écoutez, le défi aujourd'hui, c'est pendant 44 minutes déjà, le temps commence à s'écouler, à essayer d'avoir une idée de ce que vous amenez à cette société qui est toujours en recherche d'elle-même. Vous êtes tous des entrepreneurs du numérique et j'aimerais, on va bouger un petit peu la formule, moi j'aimerais ça prendre 1 minute par chaque personne pour nous présenter, pas vous présenter vous-même, mais présenter votre entreprise. Question qu'on sache de où vous partez dans les réponses que vous allez donner plus tard dans cette conversation-là. Alors si on commençait... Vous m'entendez? On vous entend très bien. Okay, merci Bruno. Donc moi c'est Hugo Blanadet. J'ai une société qui s'appelle Résilio en Suisse. On a lancé ça il y a 4 ans. Aujourd'hui on est une vingtaine. Et notre but à Résilio c'est de comprendre et calculer l'empreinte environnementale du numérique. Donc ça passe sur des projets informatiques, quantifier le numérique dans toute une organisation, ou bien même ça parle d'IA, de data center, de cloud. Pour ça, on développe des bases de données, un logiciel d'analyse environnementale, d'analyse de cycle de vie, qui est une méthode qui est similaire au bilan carbone. Et pour ça, on accompagne différents groupes français, suisses et québécois aussi dernièrement sur ces sujets-là. Hugo, merci d'avoir cassé la glace. Si on allait juste à côté. Pour ma part, je me présente. Je suis. Pour garder le microphone près de la bouche. Excusez, pardon. Je suis Simon Bergeron de Application Ocase. Moi, j'ai voulu m'attaquer à un problème sociétal qui est mondial, c'est la solitude. Puis, j'ai voulu développer une solution qui allait simplifier les rassemblements entre amis, avec votre entourage, puis essayer de les stimuler. Puis, j'ai développé un modèle d'affaires qui allait utiliser des établissements avec cette vocation-là pour m'en servir de levier, puis eux, ils allaient profiter d'un système de fidélité et d'ambassadeurs pour leurs établissements. Merci Simon. Idriss? Bonjour à tous. Moi, mon projet, c'est Mirapulse et ça vient un peu d'une histoire personnelle. Je me rappelle encore quand j'étais jeune, je voyais ma petite sœur souffrir de douleurs menstruelles tellement sévères qu'elle ne pouvait pas sortir de chez nous jusqu'à 5 jours chaque mois. Alors, elle a un petit peu été la genèse de mon projet que j'ai commencé durant mon mémoire. Et il faut savoir qu'il y a environ 1 femme sur 5 qui souffre de douleurs menstruelles qui sont extrêmement invalidantes. Et malheureusement, pour elles, les solutions traditionnelles comme les médicaments ou les antidouleurs ou autres solutions ne fonctionnent pas. Et certaines d'entre elles sont obligées de passer par l'opération chirurgicale invasive et qui malheureusement ne fonctionne pas tout le temps. Alors mon équipe, chez Mirapulse, on développe le premier disque menstruel contre les règles douloureuses. Un disque menstruel, c'est un dispositif en silicone qui permet de récolter le fluide menstruel qui est déjà utilisé, mais le nôtre aura une technologie de neuromodulation, donc stimulation électrique 12, pour cibler les nerfs pelviens précis, donc les nerfs du bassin, afin de justement réduire les douleurs perçues par la patiente lorsqu'elles ont leurs règles. Merci Idriss. Alors là, on a le choix. Dorian ou Maëlle?
Alors bonjour, je m'appelle Maëlle et je suis ici avec mon associé et fondateur de Arthur.art. Alors à la base, on est deux galeries d'art, les galeries d'art l'original. On représente les artistes Montréal qui font les fresques murales. Et on a développé un Tinder de l'art pour que les clients puissent connecter avec leurs top artistes locaux. Sauf que quand tu connectes avec un artiste derrière ton ordinateur, c'est difficile d'entamer une discussion. Donc on a été un pas plus loin et c'est là qu'est né le processus Arthur. C'est un processus pour t'aider à choisir tes couleurs, tes symboles, définir ton style et générer une image qui va t'aider à entamer une conversation avec l'artiste et ça sera une image de référence pour co-créer ton œuvre. Et voilà, merci. Alors, maintenant qu'on sait un peu d'où vous arrivez là-dedans, Idriss a touché un peu à ma prochaine question, mais mais je serais curieux d'entendre les autres, qu'est-ce qui vous a motivé à embarquer dans cette folle aventure d'entreprendre dans le monde du numérique? Je ne sais pas qui veut lancer le bal. Simon, Hugo, Dorian? J'ai une histoire un peu similaire à celle d'Idriss. Moi aussi, c'est parti avec un mémoire. En fait, dans les galeries d'art de l'original, on avait énormément d'artistes qui venaient nous voir. Et quand un artiste présente son travail, il ne présente pas un produit. Il présente son âme, il présente son cœur. Et c'était quasiment 1000 candidatures qu'on devait systématiquement refuser. Alors, prendre le travail d'un artiste et l'écrabouillir au sol en lui disant « Tu vois, ton rêve de devenir artiste professionnel, ça ne va pas se faire ». Pour moi, c'était impossible. Puis je détestais cette partie de ma job. Alors, l'espace multimédia, c'est un espace sans limite. C'est pas comme les murs de la galerie où, pour en ajouter un, il faut en enlever un autre. Et c'est pour ça que le Tinder de l'art semblait être une solution qu'on a explorée. Tinder n'a jamais été aussi bien utilisé que pour l'art. Hein. On juge sur une esthétique. Puis c'est ça. Et par la recherche, un peu comme toi, Idriss, on a essayé de trouver un moyen d'aider les personnes à connecter. Comme tu l'as dit, Maëlle, c'est difficile d'imaginer une œuvre d'art. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, il n'y avait pas 1000 mots pour pouvoir décrire son œuvre. Puis il y a la peur d'être mal compris aussi. Les mots peuvent être interprétés de différentes façons. Donc c'est pour ça que le multimédia et l'avènement de l'intelligence artificielle nous a beaucoup aidés et a aidé plein d'artistes à sortir de la précarité financière. Simon, Hugo? Moi, si je peux me permettre, ça a été un peu un déclic qui s'est fait avec un certain temps, une évolution de réflexion quand je suis un vieux de la jeunesse. Quand j'entends les mémoires, moi j'ai fini l'école. Mais c'était quand on entre dans notre vie d'adulte, la difficulté de se rencontrer, puis on voit la solitude augmenter, même dans notre entourage, des problèmes de santé mentale qui peuvent en découler. Puis c'est fou de voir sur un téléphone, on est tous connectés d'une certaine manière, mais on ne se voit plus. Fait que j'ai voulu combattre le feu par le feu, offrir une solution, une plateforme qu'on allait ouvrir, inviter nos amis, fermer et attendre les notifications en attendant qu'on a dit « Je suis disponible en ce moment pour aller en vélo, prendre un verre ». Donc, ça vient un petit peu de ça, mais on peut aller très loin dans la réflexion derrière ça, les habitudes des gens. On invite 1 à 2 personnes pour une activité. S'ils disent non, on ne la fait pas, on reste seul. Rares sont ceux qui la font toutes seules, en fait. Puis ensuite, c'est ça, c'est essayer de développer un nouveau réflexe social, d'inviter plus de gens. De passer, au lieu de 2 à 3, peut-être 15, 20, puis ça va augmenter nos chances de trouver quelqu'un pour une activité. Hugo, la motivation d'aller dans le numérique? Donc, moi, pour l'histoire, c'est un peu comme vous deux, c'est un projet avant tout étudiant. Donc, l'opportunité, elle s'est inscrite dans le cadre de nos études où c'était un projet associatif. Et derrière, il y a eu une opportunité de poursuivre. On a été mis pas mal en avant de notre université. Et ensuite, ce qui nous a motivés surtout, je pense, c'est avec les personnes avec qui on a mené ce projet, c'est les valeurs qu'on partageait et l'équipe qu'on a construit tout du long. Aujourd'hui, j'aurais jamais fait ça seul sans mes cofondateurs aujourd'hui, c'est des amis depuis 4 ans et c'est ce qui nous pousse à continuer de l'avant. Chacun à votre façon, dans votre domaine, on peut dire que vous êtes un peu, c'est quoi le mot, destructif? Vous amenez une solution, vous solutionnez, en tout cas vous espérez solutionner des choses. En quoi votre initiative, selon vous, va rendre le monde meilleur? Voilà, moi je pense que c'est plutôt straightforward. On fait de l'entrepreneuriat qui est social. Avant tout, nous, c'est d'aider les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles sévères. Comme je l'ai dit, il y en a énormément qui souffrent, qui ne sont pas capables de pouvoir sortir chez elles
plusieurs jours chaque mois, certaines qui sont pas capables d'être productifs au travail, qui manquent d'opportunités, certaines qui s'isolent, certaines qui tombent en dépression. Donc clairement, notre but final, notre vision, c'est d'apporter en fait une solution à toutes ces femmes qui ont tout testé et qui n'ont pas trouvé ce qu'elles voulaient, pour qu'elles puissent vivre une vie normale. Et ça va carrément changer des pratiques sociales. Puis même, il y a des professionnels qui vont pouvoir utiliser votre produit. Aujourd'hui, on collabore non seulement avec des patientes et avec des professionnels, donc on a vraiment un esprit de co-création, parce qu'on ne peut pas créer une solution comme celle-ci sans collaborer avec les professionnels de la santé et des femmes qui en souffrent. Simon, comment ça change? Comme je dis, j'essaie de faire ma part, un peu comme tous. Je pense que justement, de trouver le pourquoi, souvent on entend des gens parler du why sur scène, puis là c'est à mon tour de le dire, mais c'est vraiment important parce que on le fait avec passion. Il y a beaucoup d'heures. Je parle à des entrepreneurs, on traverse des étapes assez similaires des fois, beaucoup d'heures, puis de comprendre pourquoi on le fait, c'est justement, on veut s'impliquer dans la société, ça devient complètement un autre, je sais pas comment dire ça, mais un autre parallèle de la vie, puis on espère faire une différence à notre façon. Moi, dans le cas de ce que vous êtes en train de travailler, de mettre en place, êtes-vous surpris de voir qu'il n'y a personne qui avait fait ça avant aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs choses qui existent d'une certaine manière, mais... Mais de votre façon? Non, c'est ça. Il n'y a pas de... En plus, dans ce que je fais, il n'y a rien qui est hyper technologique dans un algorithme complexe. C'est juste dans un assemblage d'utilisation qui peut devenir vraiment pertinente et être innovante. Donc, des fois, il y a des beaux projets. Je félicite tous les gens de la recherche qui poussent des choses assez incroyables, mais on oublie certaines choses qui sont vraiment simples. Puis moi, c'est là que j'ai voulu mettre l'emphase parce que je ne suis pas un professionnel technologique comme certains ici ou en sciences. Donc, j'ai voulu juste amener une vision à un projet technologique. Maëlle, comment vous êtes en train de changer le milieu? Il faut dire que l'art est souvent vu comme inaccessible. On l'associe à une image assez péjorative, à des prix très très élevés ou même un peu des concepts ridicules. Je parle par exemple de la banane scotchée au mur qu'on connaît tous. Ça peut être difficile de voir sa place dans le milieu de l'art. Et par Arthur, notre but c'est vraiment de démocratiser l'art et de montrer que tout le monde peut avoir accès à l'art, mais encore plus, tout le monde peut co-créer l'art. Bizarrement, on ne voit pas le lien de façon explicite, mais il y avait une volonté profondément écologique derrière le projet. En fait, ça a commencé en recyclant le 1er juillet. Il y a plein de meubles, de vêtements qui traînent à Montréal. Moi, en tant que Français de la campagne, ça m'a beaucoup choqué. Puis quand j'ai vu tout ce vivier d'artistes qui squattaient les murs de la ville, je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, il y a peut-être un truc à faire, recycler artistiquement les matériaux. Et ce que je trouve formidable, même si aujourd'hui on offre d'imprimer les créations des citoyens, c'est l'idée de décoloniser l'imaginaire. Alors ça sonne un peu comme un gros mot, ça, décoloniser l'imaginaire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus... désolé, je vais dire quelque chose d'un peu tabou. Il n'y a plus Dieu. On ne croit plus en la science non plus. On sait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et notre symbologie, du coup, elle est guidée par quoi? Elle est guidée par la croissance économique. Elle est guidée par les marques. C'est ça nos nouveaux repères de valeur. Et pour moi, le fait de donner aux citoyens la chance de pouvoir créer leur propre symbole, ça c'est fort. C'est même très fort. C'est tellement fort parce que quand on fait quelque chose soi-même, il y a un effet qui s'appelle l'effet Ikea, qui fait qu'on le conserve plus longtemps. Et quand on a le temps de réfléchir, de coproduire, plutôt que consommer, eh bien, on va souvent mettre des valeurs qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus personnelles, et qui vont donner comme une espèce de cap à notre vie, dire « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, je veux avoir cet impact dans ma vie à moi ». Et j'aime ça, donner la chance aux gens de réfléchir et d'immortaliser des symboles plutôt que d'acheter des symboles de grandes marques. Merci. Hugo, Resilio, en quoi ça transforme la société ou même la pratique des professionnels dans votre domaine? Nous, à Resilio, la vision qu'on aurait, c'est aujourd'hui, on met du numérique tout le temps plus, partout, plus vite, dans des quantités démentielles.
Surtout dernièrement, depuis les 2 dernières années, avec toute la vague autour de l'IA et des agents autonomes. Notre vision, nous, à Resilio, ça serait avant de déployer le numérique à grande échelle, se poser la question, derrière ce numérique qu'on déploie, c'est pas que... Il y a vraiment des équipements qui sont fabriqués, qui demandent énormément d'énergie, énormément de ressources. Aujourd'hui, dans un smartphone, c'est plus de 70 métaux critiques avec des taux de recyclabilité qui sont très faibles. Des matériels qui sont aussi des fois peu réparables si on n'y fait pas attention à ce type de critères. Donc nous, on a une vision, avant de déployer autant de numérique, se poser la question, est-ce qu'on en met la bonne quantité au bon endroit Par un exemple, sûrement que vous avez peut-être vécu, durant la crise du Covid, il y avait des délais d'attente de 6 mois à 1 an pour des équipements numériques. Si c'est pour attendre une console de jeu, c'est peut-être pas très grave, mais si on attend un équipement super critique pour un hôpital, un équipement numérique qui permet de sauver des vies, là c'est d'autres conséquences. Donc nous, on pousse pour sensibiliser les acteurs dans des organisations privées et publiques pour prendre conscience déjà que le numérique a un impact. Nous, on met à disposition des outils qui permettent de quantifier cet impact environnemental en termes d'émissions de CO2, de quantité de métaux et d'eau utilisée à la fabrication, dans le but de pouvoir derrière proposer des plans d'action concrets, savoir comment réduire et aller dans la bonne direction de manière efficace. Votre réponse, Hugo, m'amène à ma prochaine question. Comment vous abordez la question de l'inclusion, la durabilité, l'éthique, vous deux, dans votre entreprise? Les artistes, par nature, sont des grands marginaux. Alors nous, on a essayé de les inclure même dans le processus de vente. C'était eux qui géraient la galerie, c'était eux qui s'occupaient de tout en fait. Puis il y avait vraiment une idée qui est très propre au Québec d'ailleurs, de coopérative, d'entraide, d'apprentissage par les pairs. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, si on voulait faire de l'inclusion, c'était aussi raisonnable comme pensée d'essayer de faire en sorte que chacun fasse ce qu'il aime le plus. Donc nous, on est profondément centré sur le bénévolat, sur l'intergénérationnalité. Il y a beaucoup de savoir-faire des anciennes générations qui se perdent, et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'isolement. Puis nous, notre but, c'est de donner une place à tout le monde pour aider les artistes, pour aider la culture montréalaise, pour faire connaître nos artistes qui sont des magnifiques artistes. On a un vivier d'artistes au Québec qui est extraordinaire. Et pas de barrière. Avec le Tinder de l'art, tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a plus de barrière curatoriale comme il peut y avoir dans une galerie où il faut connaître le galeriste, où il faut être dans un certain style populaire qui va se vendre pour les collectionneurs qui ont de l'argent. Si vous faites de l'art et que vous avez pris une belle photo de votre œuvre, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme arthur.art sans AH, puis on sera content de vous faire découvrir au monde entier. Alors ça, c'est une belle pub, mais c'était bien placé. Mais l'éthique, par exemple, comment vous abordez ça? Super question. C'est vrai que l'IA et l'art, on a l'impression que ça ne fait pas bon ménage ensemble. Hein. Il y a un débat de société qui concerne énormément de gens. Peut-être que Maëlle, tu aimerais dire quelque chose là-dessus? Oui, alors il y a 2 grands aspects sur l'IA et l'art. Donc, premièrement, en fait, au cœur de notre processus, au cœur de Arthur, oui, il y a l'option de créer des images générées par l'IA, mais surtout, il y a l'option de remettre ces œuvres dans les mains d'un artiste local. Donc, on encourage énormément la création locale. Et deuxièmement, l'IA peut aider les artistes. Souvent, il y a des clients, par exemple, qui demandent beaucoup de sketchs et il faut refaire les couleurs, il faut refaire les lignes. Ça prend beaucoup de temps à l'artiste et ça peut être très flou. Et donc, grâce à l'IA, on lui sauve énormément de temps qu'il pourrait passer à faire d'autres choses, à faire plus d'œuvres, en ayant déjà une image de référence. Et l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour prendre des parts de marché à des industries qui sont profondément industrialisées, c'est-à-dire la décoration et le cadeau. Donc l'IA devient véritablement un allié pour relocaliser cette production, faire en sorte que les gens puissent offrir des choses qui sont plus personnelles et surtout donner une raison et faciliter la connexion entre artistes et citoyens pour désindustrialiser, ça c'est un mot bien complexe, la production puis la rendre plus créative. Et je retiens pour vous que l'IA, c'est une question d'éthique dans votre business. Chez vous, comment vous abordez l'inclusion, l'éthique, la transparence, la durabilité?
Ben voilà, comme je l'ai dit auparavant, on est extrêmement dans la collaboration avec des patients, des professionnels de santé et d'autres acteurs. Quand on fait un projet comme le nôtre, on est obligé d'avoir une méthode de co-création. On est en R&D et on ne peut pas juste se permettre d'aller voir 5 femmes, de leur demander du feedback. Non, on doit aller voir des femmes de différents horizons, de différents backgrounds, de différents secteurs, pour avoir un maximum d'insights qui nous permettent vraiment à créer le dispositif qui plaira à un maximum de ces personnes. Simon. Moi, de mon côté, c'est sûr, c'est un reflet de ma personnalité qui est dans le projet. Donc, je suis mon premier client. Donc, je me suis basé sur ce que j'aime pas des autres outils qui existent, dont la prise de données personnelles. Fait que moi, de mon côté, c'est sûr, je peux régler plein de petits enjeux. Participer à réduire certains enjeux. La perte alimentaire dans un restaurant, par exemple, je peux aider à réduire. Mais je suis fier encore que sur les stars, c'est écrit « Cette application ne collecte aucune donnée ». Puis je veux rester dans cette voie-là, puis plus baser des personas, des utilisateurs, mais général. Quelqu'un qui aime faire du ski, il pourra se lier avec des établissements qui offrent ce service-là, puis d'être lié avec de la publicité que tu veux voir, en fait, des promotions, des incitatifs à inviter tes amis à faire une activité, mais dans ton champ de passion et d'intérêt. Donc, j'essaie vraiment de garder cette pensée-là, comment moi, j'aimerais qu'on m'utilise en tant qu'utilisateur, parce qu'aujourd'hui, on le sait, un exemple que je cite souvent, on va voir la météo, puis il y a une pub d'auto qui nous pop d'en face, dans le visage. Puis, ça me déçoit qu'on soit là tout le temps contré à de la publicité qu'on ne veut pas voir, en fait. Donc, j'essaie de m'écouter en tant que client. Premier bêta-testeur. Hugo, voulez-vous rajouter quelque chose sur le sujet? Comment vous travaillez avec l'inclusion, l'éthique? Donc, nous, notre cœur de métier, c'est plus sur la durabilité, mais sur la partie éthique et inclusion, je rejoins pas mal mes camarades chez Arthur sur le côté intergénérationnel. Nous, on essaie de collaborer un maximum avec des universités pour... typiquement, notre projet, il est sorti d'une association étudiante, donc on finance maintenant, vu que notre projet a marché, donc on a eu cette chance, donc on veut la donner à d'autres pour financer des projets qui nous tiennent à cœur, avec des personnes qui portent des valeurs qui rejoignent les nôtres. Maintenant, je vais vous demander de prendre rester assis, mais prendre un pas de recul. Quand vous regardez en rétrospective les mois ou les années que vous avez travaillé, ce serait quoi le plus gros obstacle que vous avez rencontré comme entrepreneur dans votre domaine? Et là, ce serait facile juste de le dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous l'avez abordé, à la limite, comment vous l'avez réglé ou vous l'avez contourné. Parce que des fois, on peut trouver quelque chose d'autre pour faire avancer son histoire. Qui voudrait se lancer là-dessus? Bon, je pense que ça va être un des deux de ce côté-ci, mais je n'ai pas écouté. Ok, je peux y aller. Un gros problème qu'on a eu, c'est par rapport à la santé de la femme en règle générale, qui n'est juste pas assez, vocale, assez populaire. Et en fait, c'est un sujet qui n'intéresse pas beaucoup. Il faut savoir aujourd'hui qu'en règle générale, dans les études scientifiques, dans la recherche, il y a il y a très peu d'études qui sont faites sur la santé de la femme, et c'est un énorme problème parce que ça vient un petit peu bloquer l'innovation. Quand je me retrouve à devoir parler à des investisseurs ou à des stakeholders différents, en fait, il y a toute une conscientisation qui doit être faite d'abord sur la santé de la femme, puisque les gens ne sont juste pas au courant que c'est un problème, et ça fait pas mal de blocages. Donc, il y a le côté de pédagogue en vous qui doit sortir. Exactement. Ouais. C'est bon. De mon côté, j'essaie de réfléchir à un problème, mais quand on est entrepreneur, je pense qu'on en rencontre très souvent. Mais votre plus gros? Je veux dire, pas un problème, mais une erreur peut-être que j'ai faite au début, c'est de tout faire toute seule, en cachette, parce que je m'étais déjà fait voler une idée plus jeune, puis en tout cas, je voulais me protéger de ça, puis même que j'ai fait télécharger l'application à mes amis sans leur dire que ça venait de moi.
Puis ça m'a aidé à valider mon produit en même temps. Puis ils l'ont su plusieurs mois après. Mais ça a été quelque chose qui m'a ralenti beaucoup sur l'avancement de mon projet, parce que quand je me suis mis à en parler de ma vision derrière ça, ben là, il y a du monde qui se sont greffés, des contacts et tout. Fait que moi, c'est vraiment ça, une chose que j'aurais dû changer dans mon processus entrepreneurial, c'est d'en parler, puis de discuter, puis de ne pas avoir peur de se faire voler une idée, justement. Ça fait juste prouver qu'on a des bonnes idées, puis c'est de s'ajuster. Puis, encore une fois, l'énergie qu'on met dans un projet, même si quelqu'un te vole ton idée, s'il n'y a pas la passion, il ne se rendra pas aussi loin que toi. Donc, C'est sage comme apprentissage. Hugo? Alors, la première idée qui me vient en tête, c'est la question de crédibilité. Donc nous, on a commencé notre projet, on était en deuxième année d'université. Ça marche un peu, on a des feedbacks clients, on se lance. Et après, on commence à aller pitcher notre idée devant des groupes souvent des hommes blancs de 50, 60 ans qui connaissent rien à la durabilité. Et là, on est en mode, OK, là, il faut venir avec des gros arguments et il faut être solide, sinon ça va pas marcher. Donc le côté de crédibilité et la solution, nous, c'était la pratique, c'était s'entraîner et le faire plusieurs fois. Et au bout d'un moment, ça marche et on arrive à convaincre du monde. Surtout quand c'est des valeurs de durabilité, d'environnement qui nous tiennent à cœur. Et un second obstacle, c'est peut-être sur le long terme. Au début, on a ce projet qui marche, on pense que ça va durer 6 mois et que ça va plus marcher et on aura essayé. Mais en fait, là, ça fait 4 ans, on est encore là. Donc on est content, mais il a fallu rester motivé depuis 4 ans. Toujours surpris un peu que vous soyez encore là? On est surpris, mais en bien. C'est que vous avez un besoin. On a bossé beaucoup pour, notre solution répond à un besoin, donc c'est génial. Mais il y a cette idée d'endurance et de rester motivé après plusieurs années. Ça, moi, en retour personnel, je trouve la force dans le fait de bosser avec des gens que j'apprécie sur des sujets qui me passionnent. C'est ce qui me motive. Derrière Maël, qui veut se lancer là-dessus? On n'en a pas de L'obstacle, problème. comment vous avez Non, il y a des investisseurs qui nous regardent, ça va très bien. Tout va très très bien. Hein. L'argent coule à flot, tout est bon ici. Non, plus sérieusement, là, je te rejoins pas mal. La fatigue, je dirais, entreprendre, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et puis ça prend la dévotion totale. Tes amis, tu as une vision, comme tu disais tout à l'heure, je vais leur faire des tests utilisateurs pour voir si ça fonctionne. Ton couple, finalement, ça s'investit dans le travail, c'est normal, tout devient travail. Donc j'ai peut-être la santé. Il y a des petits pépins de santé de temps en temps qui peuvent arriver à l'entrepreneur, donc faire attention à ce qu'on mange, comment on dort, aller au sport, ce genre de choses. Mais ça c'est réglé, c'est des choses qu'on apprend, savoir se ménager, savoir s'écouter. Sinon quoi? Oui, c'est un métier passion, l'art forcément, hein, on reste tous d'être artistes, c'est un peu comme être sportif de haut niveau, là, il y a beaucoup de prospects, très peu qui y arrivent. Donc savoir expliquer aux artistes que ça prend le savoir-faire qu'ils ont souvent, mais ça prend aussi le faire savoir et l'organisation d'un entrepreneur, donc transmettre l'envie de bien faire les choses. Après, sur cet enjeu-là, on a une chance phénoménale dont on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on a une communauté montréalaise exceptionnelle en termes de soutien à la culture. Mes amis qui sont ici, Jérémy et Alec, on a une 30aine de bénévoles qui donnent de l'amour. Alors même quand on a des problèmes, quand on est 40 pour les relever et que les gens viennent, donnent leur temps, donnent leur cœur, ça devient des challenges juste le fun à régler. Un mot pour compléter, Maëlle? Je suis d'accord avec ce que Dorian a dit. C'est vrai que l'enjeu santé, ça peut être compliqué. Moi, je trouve qu'il y a un autre enjeu, c'est qu'il faut apprendre à parler correctement à plusieurs types de personnes qui ne requièrent pas le même type d'interaction. Donc par exemple, au sein de nos équipes, on a des développeurs, on a des personnes plus techniques, on a des artistes, comme Dorian l'a dit, c'est des fois compliqué de faire passer des messages à des artistes, à leur faire comprendre le savoir-faire, le faire savoir. Et donc il faut vraiment apprendre à faire une certaine gestion des humains et apprendre à interagir avec plusieurs types de personnes pour que tout le monde soit heureux et pour que tout le monde sache quoi faire. Je vous trouve généreux parce que vous avez joué le jeu de trouver un problème et nous partager comment vous avez solutionné le problème. Mais si je vous demande, je vais pousser puisque je vous sens généreux, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs
déjà vous avez commencé à en donner, mais s'il y en avait un pour lequel c'est important, j'aimerais ça que vous me disiez pourquoi. Ben, c'est quoi le conseil et pourquoi pour vous c'est important? Tiens. Moi, je vais rebondir sur ce que mes collègues ont dit. La résilience, la persévérance, il faut tout donner, il ne faut pas lâcher. Et en fait, il y a plein de startups ou d'entrepreneurs qui décident d'arrêter parce qu'en fait, ils ont plus l'énergie. L'entrepreneuriat, c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment un marathon. Moi, ça fait 3-4 ans que je fais ce que je fais. Et c'est pas facile tous les jours. C'est même très difficile tous les jours. Mais encore une fois, on est animé par ce qu'on fait. On est vraiment passionné. Et c'est ça qui nous fait tenir sur la durée. Il faut garder cette persévérance et se dire que, en fait, ça va aller. On va vraiment pouvoir atteindre nos objectifs. Et dans mon cas, aider un maximum de personnes. Ou dans ton cas aussi. Hugo? Alors là, l'idée qui me vient, ça serait déjà sur la partie... Ah, j'ai l'idée, mais je perds mon idée. Bon, ben, je vais aller à Simon, puis après je te dis quand elle revient. Simon? Moi, de mon côté, j'irais assez simplement juste en disant de oser le faire. Moi, ça a été long avant que je me lance. Justement, pourquoi je me suis fait voler une idée? Parce que j'avais pas osé avant. Donc, est-ce que ça a marché, ceux qui vous ont volé l'idée? Je suis juste curieux parce que là, vous... C'était différent. En fait, c'était dans l'immobilier à la base. Ils ont fait ce que j'avais dit, mais il y a un aspect que j'ai dit, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'était pas vous? Et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, je reviens à votre conseil. Mais c'est ça, c'est juste de oser puis pas trop attendre. Parce que moi, j'ai atteint un niveau dans ma vie, justement, confortable. Puis la vie m'a blasé, de dire « Ah, j'attends quoi maintenant, la retraite? » Puis c'est ça, j'aurais juste dû le faire avant. Donc, oser, je pense. De toute façon, la retraite, ça viendra assez vite. Hugo? Oui, si je rejoins ton point sur la partie d'oser, c'est nous, quand on était dans le cadre de nos études, on avait entre guillemets peu à perdre sur le... on n'avait pas encore de vie de famille à côté, donc on avait des contraintes qui étaient quand même plus faciles. Donc si on se lançait pas maintenant, en fait, quand est-ce qu'on allait essayer? Donc ce serait de lancer maintenant. Et, moi, encore un point qui me tient à cœur, c'est de bosser avec... j'aime pas bosser et travailler tout seul, donc c'est le faire avec des gens qu'on apprécie. Ça permet pour moi, en tout cas, de le faire longtemps. Être bien entouré. Ben, il y en a deux qui ont l'air bien entourés. Ce serait quoi, votre conseil respectif à donner à des jeunes et pourquoi? Questionner les gens qui sont concernés pour être sûr qu'on comprend bien leurs problèmes et tester le plus vite possible. Pas essayer de faire un château en pierre qui doit être parfait avant de l'essayer et de le mettre en face de la personne qui a le problème. On appelle ça le lean approach, le bottom up. Il y a plein de mots un peu techniques, mais globalement, c'est ça. Va voir la personne qui est concernée, pose-lui un maximum de questions, fais un prototype, améliore-le avec le temps, jusqu'à ce que ça soit assez cool pour en faire ton métier. Et d'un point de vue professionnel, garde une side job. Comme ça, tu pourras nourrir ton projet, investir dans des petits abonnements à droite à gauche qui peuvent coûter des 20 pièces. Et puis au moment où ça commence à tourner, là, tu te mets à temps plein et let's get it. Maëlle? Puis je dirais aussi que c'est très important de s'intéresser aux autres, aux idées des autres, aux projets des autres. On est ici aujourd'hui à Montréal Connect et il y a tellement de personnes qui sont ici pour représenter leurs projets et leurs idées. Et c'est important de promouvoir ce qu'on fait, mais c'est aussi très important de tirer des expériences des autres et d'apprendre et d'accroître ce qu'on sait, et des leçons de vie tout simplement, des personnes autour de nous. Vous parlez de gens autour de vous, merci. C'est bien parce que vous me lancez toujours sur mes prochaines questions et ils ne les connaissent pas. Justement, qui vous entoure? Avec qui vous travaillez? Je pense à des partenaires privés, des partenaires publics, des organisations qui vous aident, des hubs de développement. Ça ressemble à quoi cet entourage-là auquel vous pouvez compter pour vous donner un coup de main? Et puis vous avez même le droit de les nommer s'il y en a avec qui vous avez. Parce que je suis un peu curieux de savoir qui est là dans votre entourage. Audrey? Je dirais de manière un peu plus professionnelle, on va avoir vraiment les hôpitaux. On collabore avec quelques hôpitaux. Plusieurs en ou Belgique. un en particulier? Plusieurs hôpitaux. On en a plusieurs. Et c'est important, parce qu'encore une fois, on a cette idée de collaboration, d'avoir un maximum d'insights, chaque fois qu'on rencontre des différents gynécologues ou autres.
Il y a des organismes aussi, je pense à lifetech.brussels, qui est un organisme qui va vraiment mettre en contact tous les stakeholders en technologie médicale, ce qui est important parce que des fois on a besoin d'un conseil et il y a quelqu'un qui est déjà passé par là avant nous et on peut directement être en contact avec eux. Et je dirais aussi les incubateurs, dans mon cas personnel en tout cas, c'est vraiment ce qui peut nous sauver d'un point de vue moral parce que tu te fais vraiment entourer d'entrepreneurs comme toi qui deviennent tes amis à la fin, qui deviennent ta famille et avec qui vous partagez toutes vos galères et aussi avec qui vous collaborez sur différents projets. En avez-vous fait juste un ou vous avez bougé un peu dans les incubateurs? J'en suis à un à Bruxelles qui s'appelle startlab.brussels. On a testé d'autres, mais celui-là, c'est le plus important. Ben, on les salue. Parce que probablement du monde de là qui vous regarde aller. Là. Simon? Ben, moi, de mon côté, comme je disais au début, j'ai développé tout seul en cachette. Mais pour faire une histoire courte, je portais un chandail, 2h30 du matin dans un bar. Quelqu'un me demande « C'est quoi ton chandail? » Je parle un peu vite fait du projet. La personne me dit « T'as-tu parlé à des gens? » J'ai dit, ceux-là, blablabla. Elle dit, c'est moi la directrice de tel programme de financement. Donne-moi ton téléphone. Elle a rentré plein de noms, des numéros. Elle dit, parle à ces gens-là. Puis ça a fait un effet de boule de neige autour de mon projet. Donc, c'est là que ça m'a sorti de ma bulle. Puis c'est un peu ironique. Je travaille sur un projet pour rassembler avec mes amis mon entourage et j'en ai délaissé, pas par choix, c'est juste par manque de temps, mais c'est une autre réalité d'être entrepreneur aussi. C'est important de garder notre entourage amical standard, on va dire ça comme ça, mais de s'entourer d'entrepreneurs aussi qui comprennent. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui ne comprennent pas que je mette autant de temps dans un projet. Donc, c'est d'avoir les deux, un bel équilibre, puis d'être entouré par des incubateurs après coup, des coachs, des mentors attitrés, peu importe la source, mais c'est, encore une fois, de parler de nos projets, puis on ne sait jamais qui peut nous référer quoi, puis de s'intéresser aux autres. Tu sais, ici, on fait quand même beaucoup de réseautage, puis on se rend compte, j'ai peut-être quelqu'un à te présenter. As-tu parlé à eux? On fait la même chose après coup, donc je pense que c'est ça. On va y revenir sur ce type d'événement-ci et ce que ça vous donne. Mais je suis curieux parce que vous avez parlé de différentes choses, mais vous n'en avez pas nommé. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que vous pourriez en nommer, genre des groupes? Vous parlez de la première rencontre que vous avez faite dont la personne était en charge du groupe? Ben, on me présentait des entreprises parfois, puis tu sais, j'ai rencontré des gens, puis ça a été négatif, la réponse, si on veut. Mais on n'en parlera pas d'eux autres. Non, mais en fait, tu sais, c'est pas grave. Il faut apprendre aussi de ça, comment on s'est présenté, qu'est-ce qu'on a dit, puis... Mais des gens qui ont cru en votre... Par exemple, le Camp à Québec, qui est un incubateur technologique qui englobe beaucoup de types de projets. J'ai fait plusieurs programmes avec eux, puis... C'est des réseaux incroyables, infinis, que mon coach attitré, il y a une réussite personnelle aussi, entrepreneuriale dans la technologie. Lepointdevente.com, une billetterie en ligne. Il a été d'un pionnier au Québec dans les premières startups à faire ça. Donc, c'est ça, d'être bien entouré. Puis, il nous aide à ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont traversées. Donc, s'entourer, c'est vraiment important. Et c'est votre occasion de les remercier en public. Hugo? Alors nous, dans l'impact environnemental de la tech, il y a beaucoup de collaborations, donc ça nous motive beaucoup. Là, au Québec, aujourd'hui, il y a le collectif du numérique responsable et soutenable, une association qui a, je crois, 2 ans à peu près, qui est assez engagée sur ces sujets. Il y a aussi l'association de la fresque du numérique, donc c'est un atelier, un serious game, avec des cartes pour comprendre l'impact du numérique, avec qui on collabore pas mal. Il y a pas mal de sessions à la maison du développement durable, qui est la rue en face, je crois. Ouais. Et sinon, après, donc avec nos clients, c'est pas mal des grandes organisations. Et on collabore aussi avec pas mal de partenaires qui gèrent localement, CGI, c'est un de nos partenaires sur le territoire québécois, avec d'autres aussi, mais de différentes tailles, donc c'est assez varié. En passant, quand je dis que la Maison du développement durable, c'est juste à côté, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est à la SAT et eux sont juste à côté sur la rue Sainte-Catherine. Alors, pour les gens qui ne sont pas dans la salle, on va au moins les aider à se retrouver. De votre côté, qui est autour de vous pour vous donner un coup de main? Ma première conseillère, c'est ma grand-mère.
Je l'adore, c'était une des premières femmes d'affaires de son époque. Voulez-vous la saluer? Et salutations Martine, je ne sais pas si tu regarderas la vidéo, mais je t'adore et merci pour tout ce que tu fais. Souvent quand on est passionné, ça prend un regard lucide, ça prend quelqu'un qui a une parole franche. Puis ma grand-mère, elle est comme ça, là, fait que je l'adore. Et j'ai eu la chance d'être accompagné très tôt par un mentor extraordinaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Robert Dutton, qui est le directeur de la base entrepreneuriale d'HEC. Tu parlais d'incubateur, nous on a été incubé à HEC Montréal. Autre incubateur que j'adore, si vous êtes dans la tech, AsterX, en partenariat avec le Tech 3 Lab, financé par Québecor. Comme dans les films, des capteurs sur le cerveau, des gens qui testent votre site web pour voir si l'interface elle est cool, des oculomètres, des capteurs de sudation, des étudiants qui font un rapport universitaire sur votre plateforme et tout. Ça, c'était vraiment le fun, ça nous a bien aidé. Ouais, il y a 500 noms que je pourrais remercier honnêtement de bénévoles qui se sont impliqués. Et je pense que la communauté montréalaise, c'est vraiment notre premier soutien. Notamment les collèges et universités, on a beaucoup de partenariats avec eux, on recrute beaucoup d'étudiants, donc ils nous aident beaucoup à nous mettre dans les classes, à présenter notre projet, etc. La presse qui nous a mis sur la map pas mal au début. Le journal La Presse ou le les journal médias? La Presse. Okay. Le journal La Presse. Et puis c'est pas mal ça. Puis Maëlle qui m'aide beaucoup au quotidien. Merci Maëlle pour tout ce que tu fais pour le projet, c'est extraordinaire. Et du coup, Dorian, qui est vraiment à la base de tous ce beau projet. Il a des capacités incroyables. Il est juste incroyable. Il est passionné. Il se donne tous les moyens pour réussir. Et donc, vraiment, c'est un plaisir d'être entouré de lui au quotidien. On l'a abordé, puis je vais revenir parce que je vois le temps filer. De participer à un événement comme ça, est-ce que pour vous, c'est je ne sais pas, c'est une dépense, mais c'est aussi un investissement, mais qu'est-ce que ça vous donne? On parlait de gens qu'on contacte, des gens qu'on rencontre. Dans votre cas, Simon, ça a fait une différence. Est-ce que de réseauter comme ça, de prendre... Ici, là, par exemple, il y a une activité de dating, de fast dating, là, où les gens vont se rencontrer, passent d'une table à l'autre. Est-ce que c'est le genre d'événement, d'activité qui peut faire une différence quand on commence ou quand on est dans notre start-up comme ça? Simon? Moi, clairement, que je vais dire oui, parce que ça fait une différence. Mais c'est pas nécessairement le speed dating de gens d'affaires ou des autres activités. C'est tout le temps. Être entrepreneur, c'est tout le temps. Puis c'est drôle parce que tantôt, c'est arrivé avec un collègue de la délégation je pense que ça fait 3 jours qu'on se croise tout le temps, resto, des fois ensemble. Puis j'avais pas encore parlé de son projet. Puis finalement, on s'est parlé tantôt, puis ça a comme fait « What? » T'sais, on a vraiment un fit entrepreneurial sur... en tout cas, on peut échanger même des partenaires. Donc, c'est ça. Fait que d'en parler, puis sur le coin avec un café, n'importe qui, ça fait une différence. Ça a fait du chemin depuis le moment où vous ne voulez pas parler de vos affaires pour ne pas vous faire... Mais c'est intéressant. Là. Hugo? Qu'est-ce que ça représente pour vous, un événement comme ça, de faire du réseautage? Donc, nous, mon entreprise, on est basé en Suisse. J'ai envie de dire, c'est sympa de voir les personnes en visioconférence pendant un certain temps, mais venir rencontrer les personnes en vrai, c'est une superbe opportunité. Nous, on vient avec la délégation de Logique, c'est une opportunité. On est ravis, on est comblés. Idriss? Mais du coup, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Ce que je pourrais rajouter, c'est que oui, ce type d'événement permet vraiment d'agrandir son réseau, surtout quand on est un petit peu à l'international. C'est extrêmement important de pouvoir un petit peu comprendre comment les gens en dehors de l'Europe pensent, réfléchissent et font du business en règle générale. Et oui, des fois, tu vas peut-être rencontrer 100 personnes, des personnes incroyables, mais qui vont peut-être pas faire avancer ton projet. Mais des fois, tu vas rencontrer la personne qui va être un élément déclencheur. Et c'est en participant à plein d'événements comme ça et en réseautant tout le temps que tu augmentes tes chances de rencontrer les personnes clés qui peuvent justement propulser ton projet. Dorian, Maëlle? Moi, je l'avais déjà mentionné. C'est vraiment, j'ai pas envie de me répéter, mais en tout cas, il y a une énorme valeur à discuter avec les gens et prendre de leurs leçons de vie et juste accroître son réseau. Ouais, c'est vrai. Moi, en tant que Français, je sais pas si vous, les gars, vous avez cette vision un peu mauvaise du réseautage. Moi, j'étais comme, on se fait potes, mais au final, c'est les affaires, nanana. Bon, en fait, non, les affaires et l'humain, ça va très bien ensemble, il n'y a pas de problème. On rencontre des humains super, je suis d'accord avec toi, Maëlle, des gens extraordinaires, on apprend des parcours de vie, puis tout à fait, il suffit d'une rencontre pour tout changer. On a un exemple ici, on a un exemple là, je suis sûr que tu as des exemples aussi de rencontres qu'on fait basculer ton entreprise.
Puis c'était vraiment le fun, même des petits conseils, des tips entre entrepreneurs, etc. Chaque échange a apporté quelque chose. Donc merci à Logique de nous avoir permis de rejoindre cet événement vraiment extraordinaire. Alors, pour terminer, parce qu'il nous reste quelque chose comme 1 minute 30, je vous demanderai d'être bref dans votre réponse, mais à quoi, selon vous, va ressembler, j'allais dire, le travail, l'industrie, le monde de l'innovation dans 10 ans, dans le monde du numérique? Basé sur votre expérience, Fabrice. C'est peut-être une bonne ou une mauvaise chose. Pour moi, c'est une bonne chose, mais moi, je pense qu'on va vraiment... Enfin, on est en pleine révolution du numérique. Et je pense que dans 10 ans, avec l'évolution qu'il y a eu déjà jusqu'à présent, on aura de l'IA partout. Ce sera des bonnes choses. De la santé, je pense à plein de projets qui vont pouvoir sauver des millions de vies, qui vont pouvoir améliorer la vie de plein de personnes. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'on sera entouré d'IA tout le temps qui vont pouvoir nous aider à nous focaliser sur ce qui est important, l'humain et la créativité sur nos projets. Merci, Idriss. Ça, c'était la version longue. La version courte, ce serait quoi? Simon, Hugo? Moi, je vais parler pour ma paroisse. Je rêve que dans 10 ans, on soit, OK, technologie à fond partout, mais qu'il y ait encore des événements en vrai comme ça. Donc, peut-être lâcher un peu le téléphone et le virtuel. Merci. Hugo? Donc moi, sur l'IA, j'espère qu'il y en aura, mais avec parcimonie, de manière là où c'est essentiel. Maëlle? Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'espère voir un monde révolutionné. J'espère aussi qu'on garde quand même l'interaction humaine bien au centre de notre vie. Je sais que c'est c'est l'argument de tout le monde, mais c'est très important. Continuer à être autour des personnes que vous aimez et continuer à leur parler en tête à tête, c'est très important. De rien, brièvement. Oui. Voilà. Merci. Voilà, belle façon, il a répondu. Je vous demande d'applaudir les participants. Et moi, je vous remercie d'avoir été généreux de votre expérience et du partage. Merci. Merci à tous. Donc, on va prendre une petite pause de retour à 16h. Et si vous voulez, pendant la pause, vous pouvez poser des questions à tous ces chers participants. Alors, on va être de retour pour le dernier Focus Territoire Tunisie. Merci.